La Terre, notre planète, unique, toujours en mouvement et en métamorphose. Les continents dérivent, s'entrechoquent. Les volcans grondent et crachent leur colère. Les glaciers avancent ou cèdent du terrain. Ces forces titanesques, jamais en repos, nous ont laissé en héritage bien des mystères géologiques. Dans cet épisode, nous remontons le temps pour enquêter sur le plus grand de ces mystères, la naissance de la Terre. Comment notre planète s'est-elle formée à partir de la poussière du système solaire? Comment la roche en fusion s'est-elle solidifiée? Comment nos océans se sont-ils remplis d'eau? Comment la vie est-elle apparue sur le globe? Voici les premiers chapitres de la saga des origines de la Terre. Trouver des indices de la naissance de la Terre n'est pas chose facile. Notre planète s'est ingéniée à couvrir ses traces. Des milliards d'années d'érosion, d'activité volcanique et de dérive des continents et des océans ont détruit pratiquement toutes les pistes sur les premiers stades de son développement. Découvrir quand et comment elle s'est formée est un défi majeur pour les géologues. Quand les géologues ont commencé à se demander quel était l'âge de la Terre, ils ont recherché les roches les plus anciennes. Ils ont découvert alors que plus ils remontaient dans le temps, plus elles étaient rares. En quête des plus vieilles pierres de la Terre, les investigateurs explorent le paysage désertique du nord de l'Arizona. Ce trou géant, c'est Météore Crater, qui résulte de la chute d'un énorme météorite. Nous ne possédions pas de roches du tout début. Où en trouver? Nous avons pensé alors aux météorites tombées sur Terre. Ici, les géologues font une découverte capitale. Les météorites sont plus âgées que toutes les roches terrestres. Elles détiennent donc le secret de la formation de la planète. Et si les roches les plus anciennes viennent de l'espace, c'est dans l'espace que notre enquête doit commencer. Le système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. Au milieu, le jeune Soleil. La théorie est la suivante. Le Soleil était entouré d'un nuage de poussière et de gaz. En se refroidissant, ce nuage a formé de petits grains de minéraux. Et tous les petits grains qui flottent dans ce nuage gazeux tournent autour du Soleil en se percutant. Mais cette théorie est bancale. Comment expliquer que de minuscules grains de minéraux qui se heurtent puissent créer un objet de la taille d'une planète? C'est alors qu'en 2003, une expérience à bord de la Station spatiale internationale fournit par hasard une nouvelle piste extraordinaire. L'astronaute Don Pettit veut voir comment réagissent différentes substances en situation d'apesanteur. Il verse du sel dans un sac en plastique et le secoue. Le résultat est sidérant. Les particules se collent les unes aux autres, créant de petits agglomérats soudés par de minuscules charges d'électricité statique. Si des grains de sel restent unis dans l'espace, les grains de minéraux de la nébuleuse solaire le peuvent aussi. Les scientifiques découvrent ainsi le mécanisme fondamental qui a déclenché la formation de la Terre. À force de se percuter et de se coller, les grains du nuage de poussière solaire finissent par devenir de petits cailloux orbitant autour du Soleil. Au cours des quelques millions d'années suivantes, certains se heurtent et grossissent. Nombre d'entre eux sont toujours en orbite autour du Soleil aujourd'hui.
Ils dérivent depuis 4,5 milliards d'années dans leur état originel. De temps en temps, ils tombent sur Terre et nous les appelons des météorites. C'est une extraordinaire fenêtre sur le passé qui s'ouvre aux scientifiques. J'ai apporté une météorite de type pierreux. On la coupe en deux, on l'ouvre et on regarde l'intérieur qui offre une belle surface plane. Pour un minéralogiste, elle recèle toutes sortes de merveilles. Cette météorite contient des minéraux et des métaux provenant de toute la nébuleuse solaire. Nous voyons là un assemblage de toutes ces matières très anciennes qui flottaient autour du Soleil dans la nébuleuse de poussière et de gaz. En se heurtant, elles se sont peu à peu agrégées en corps solides, de plus en plus gros. Graduellement, des milliards de roches comme celle-ci grossissent au cours de leur rotation. D'abord de la taille de rocher, puis grandes comme des maisons, elles ne cessent de grandir. Et lorsque l'un de ces corps atteint environ 800 mètres de diamètre, sa gravitation devient suffisamment forte pour aspirer d'autres corps célestes. Parmi les innombrables objets tournant autour du Soleil, le plus gros attire les autres vers lui. C'est comme quand on traverse une nuée de moustiques la nuit en voiture et qu'ils s'écrasent de plus en plus nombreux sur le pare-brise. Plus l'objet est gros, plus il grossit vite. Et plus il grossit, plus sa force gravitationnelle est grande, ce qui attire les autres. Le plus gros se détache et grossit encore plus vite. Mais les géologues savent que la Terre définitive n'est pas que cela. Sous la surface, elle est divisée en enveloppes distinctes. Une croûte mince, puis une énorme couche de roches denses, nommée le manteau, et enfin, au centre, un noyau de fer et de nickel. Un événement extraordinaire a dû se produire qui a transformé l'intérieur de la planète. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que juste après sa naissance, la Terre a complètement fondu. Au début, la Terre devait être un gros amas de roches comme celle-ci, mais elle a chauffé, au point qu'elles ont toutes fondu. Les éléments les plus denses ont chuté jusqu'au centre du globe, et les plus légers sont restés en suspension à la surface. Le fer et le nickel, plus lourds, sont entraînés par l'énorme force gravitationnelle et forment le noyau, tandis que le reste de la planète se sépare en enveloppes. Les géologues se sont longtemps demandé comment cette gigantesque masse de pierre et de métal avait pu s'embraser dans l'immensité glacée de l'espace. Nous pensons que c'est par l'incorporation d'éléments radioactifs brûlants. Ils flottent dans l'espace pendant l'accrétion de la Terre et certains de ces matériaux d'une chaleur intense y pénètrent. Ces derniers échauffent la roche qui les entoure. Si la Terre se construit très vite et si suffisamment de ces éléments réactifs extrêmement chauds y sont incorporés, elle fond de l'intérieur. 30 millions d'années à peine après le début de sa formation, la Terre devient une boule géante de roches et de métal liquide en fusion, orbitant autour du Soleil. Imaginez un monde en fusion, des océans de magma, sans terre ferme, sans eau, uniquement de la lave coulant partout. La température de cette terre de feu atteint 1100 degrés. Mais à la lisière de la planète, le vide spatial est à moins 268. Près de 1400 degrés de moins. À la surface, la roche ne peut pas rester fondue très longtemps. Elle refroidit de l'extérieur. Une croûte commence donc à se former comme celle qui recouvre une blessure. La roche est encore très chaude, mais peu à peu le refroidissement gagne en profondeur. En moins d'1 million d'années, une fine croûte recouvre la surface de la Terre. Mais les volcans crachent toujours de la lave et des gaz mortels. Les météorites s'écrasent en un bombardement incessant. La planète a encore bien du chemin à faire avant de pouvoir accueillir les continents, les océans et la vie.
Pour les scientifiques qui enquêtent sur la genèse de la Terre, le dossier commence à s'étoffer. Les grains de sel de l'espace révèlent que sa formation a débuté par l'agrégation de fragments de la nébuleuse solaire. Quant aux enveloppes internes du globe, elles prouvent que peu après sa naissance, la protoplanète a complètement fondu. Nos investigateurs ont donc élucidé une partie de l'énigme, mais il manque encore une pièce essentielle à ce puzzle géant. Ils ne connaissent toujours pas l'âge de la Terre. Des milliards d'années avant l'apparition de l'homme, de minuscules particules minérales s'agglomèrent dans l'espace. Elles vont former la boule en fusion qui deviendra la Terre. Mais quand cela s'est-il produit exactement? La question a tenu en échec savants et scientifiques durant des siècles. En 1650, l'archevêque irlandais James Ussher additionne l'âge de tous les prophètes et des rois de la Bible. Ces calculs le mènent à une conclusion des plus précises. La Terre a été créée à la tombée de la nuit, précédant le dimanche 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ. 100 ans plus tard, les géologues comprennent que ces épaisses couches de sédiments et de lave volcanique ont dû s'amasser sur des millions d'années et non des milliers. En 1897, nouvelle percée. Le physicien Ernest Rutherford découvre qu'en mesurant la désintégration radioactive, on peut dater les roches avec précision. L'on s'aperçoit alors que des échantillons de roches du monde entier sont âgés non pas de millions, mais de milliards d'années. Mais dans la course à la datation de la Terre, les scientifiques se heurtent à un obstacle de taille. Les toutes premières roches de l'histoire de la planète sont extrêmement rares. Les géologues ont beaucoup de difficultés à trouver des traces de ces premiers jours, à cause de l'érosion par les pluies et de la tectonique des plaques qui détruit les surfaces continentales. Il nous est impossible de trouver des roches remontant à cette époque. Au début des années 1950, le géologue américain C.C. Patterson tente une nouvelle approche, les météorites. Il sait que ces dernières proviennent de l'accrétion des mêmes grains de minéraux qui ont formé la Terre, et que cela s'est produit à la même époque. Par conséquent, s'il parvient à dater une météorite, il devrait obtenir l'âge exact de la Terre. En 1953, il se rend à Meteor Crater en Arizona en quête d'échantillons. La météorite qui a creusé cet énorme cratère faisait environ 50 mètres de diamètre. Elle a percuté la planète à une vitesse fulgurante. Les objets qui entrent en collision avec la Terre ont une vitesse moyenne de 15 à 25 km par seconde au moment de l'impact. Ils engendrent une pression et une onde de choc colossale, ainsi qu'une énorme explosion. La météorite s'écrase avec la force d'une bombe atomique de 2 mégatonnes. L'explosion en désintègre la majeure partie, mais quelques fragments en réchappent. Voici l'un des morceaux de l'objet qui a creusé ce cratère. C'est du fer pur. Nous le savons parce qu'il est magnétique. C'est fabuleux, ce caillou qui flottait dans l'espace. C'était dans ce genre d'endroit qu'on venait récolter des spécimens pour les premières datations radiométriques des météorites. Et c'est ce qu'a fait Patterson. Les résultats de la datation sont à peine croyables. La météorite est âgée de 4,5 milliards d'années. Ce qui signifie que la Terre elle-même est née il y a 4,5 milliards d'années. Le problème auquel se heurtaient les scientifiques depuis des siècles est enfin résolu. On raconte une histoire apocryphe. Patterson a été tellement enthousiasmé par la date fournie par le laboratoire qu'il a cru qu'il faisait une crise cardiaque. À l'hôpital où on l'a conduit, on lui a dit que ce n'était que l'excitation de sa fabuleuse découverte.
Les techniques modernes de datation radiométrique précisent l'âge de la Terre avec une exactitude remarquable. D'après les toutes dernières recherches, elle a 4 milliards 567 millions d'années. Les scientifiques savent donc comment et quand notre planète s'est formée. Mais que s'est-il passé ensuite? Le mystère reste entier. C'est alors qu'en 1974, une théorie révolutionnaire voit le jour. Le système solaire primordial comprend des dizaines de mini-planètes en orbite chaotique autour du Soleil. Selon cette nouvelle hypothèse, l'une d'entre elles serait sur une trajectoire de collision avec la Terre. L'idée appartient à Bill Hartmann, qui tente d'expliquer non pas l'origine de la Terre, mais celle de la Lune. Il est possible que durant cette période d'impact géant, peu après la formation des planètes ou durant celle-ci, un énorme objet ait frappé la Terre. Des roches du manteau supérieur auraient alors été éjectées dans l'espace et formé la Lune. Selon Hartmann, une autre planète de la taille de Mars s'est écrasée sur Terre. Notre satellite pourrait avoir été constitué par les débris de cette collision. Pur fantasme, s'écrient de nombreux scientifiques. Mais Hartmann détient des preuves. Des preuves provenant de la Lune elle-même. En avril 1972, des images de la mission Apollo 16 montrent l'astronaute Charles Duke luttant pour récupérer un gros échantillon de roches lunaires afin de le faire analyser à son retour. Ce précieux spécimen est conservé dans des conditions optimales au labo du centre spatial Johnson à Houston. Je dirais, voici, vous contemplez la Lune. C'est un véritable morceau de Lune. Et c'est la plus grosse pierre rapportée de là-bas par les astronautes des missions Apollo. Personne n'a le droit d'y toucher de crainte d'y laisser des matières organiques. Jusqu'à la fin des années 60, les géologues pensent que la Lune s'est formée de la même manière que la Terre, par accrétion de grains de minéraux de la nébuleuse solaire. De l'avis général, elle possède des enveloppes comme la Terre et un lourd noyau ferreux. Mais l'analyse des échantillons lunaires leur réserve une grosse surprise. Ces roches contiennent beaucoup moins de fer qu'ils le pensaient. C'est un grand mystère. Pourquoi n'y a-t-il pas autant de fer sur la Lune que sur Terre, alors que les deux corps sont aussi proches dans l'espace? La question taraude Hartmann, à tel point qu'il finit par penser que les théories traditionnelles sur la naissance de la Lune sont fausses. Ce déficit en fer de la Lune, ou si vous préférez le fait qu'elle soit constituée de roches ressemblantes à la croûte ou au manteau terrestre supérieur, indiquait qu'elle avait peut-être été formée par des roches de la partie externe de la Terre. C'est ainsi que germe dans l'esprit d'Hartmann l'idée d'une collision entre la Terre et une autre planète, Theia. Theia est complètement pulvérisée par la violence de l'impact. Et les milliards de tonnes d'écorce et de manteaux terrestres éjectés dans l'espace entrent en orbite autour de la Terre. En quelques milliers d'années, l'accrétion de ces débris forme la Lune. Ces modélisations informatiques montrent que la collision se produit par la tangente et non de front. Par conséquent, seules les couches supérieures de la Terre sont arrachées, son noyau ferreux restant intact. C'est pourquoi la Lune n'est composée que de matière rocheuse et non ferreuse. Aujourd'hui, la théorie de la collision d'Hartmann est communément admise. Sa fascination pour la Lune a conduit à une nouvelle compréhension d'une étape cruciale de la genèse de la Terre.
La Lune me rappelle constamment que notre cadre ne se limite pas à la Terre. Nous évoluons dans un environnement cosmique qui englobe tout le système solaire interne. Grâce à la datation radiométrique des météorites, notre enquête a révélé que la Terre est née il y a plus de 4,5 milliards d'années. L'absence de fer dans les roches rapportées de la Lune prouve que la Terre a survécu à l'impact géant d'une autre planète. Mais il manque encore à la toute jeune Terre certains composants vitaux. Nos investigateurs abordent une nouvelle question. Comment notre planète a-t-elle acquis deux éléments essentiels, la terre ferme et l'eau? Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre naît de la nébuleuse solaire, puis survit à l'impact dévastateur d'une autre planète. Nous sommes 200 000 millions d'années plus tard. À présent, les enquêteurs veulent savoir comment se sont formés les continents et les océans. Ils cherchent des pistes sur la rive nord-est de la baie d'Hudson, au Canada. Ce paysage désolé, c'est celui de Porpoise Cove, site d'une importante découverte scientifique due à la fascination d'un jeune doctorant pour les roches anciennes. Je m'intéressais à la Terre primordiale et je voulais remonter le plus loin possible dans le temps pour étudier les roches les plus anciennes. Les géologues savent déjà que les minéraux de cette région du Canada sont extrêmement vieux. Mais au milieu de cette immensité, une petite zone attire l'attention d'O'Neill. Les roches avaient un aspect différent. On a su tout de suite que c'était bizarre, très inhabituel. Ce sont des laves volcaniques très altérées et déformées appelées amphibolites. Personne n'avait jamais vu une chimie et une minéralogie comme celle-ci. O'Neill décide de pousser plus loin. Il fait faire une datation radiométrique des échantillons. Les résultats sont ahurissants. On était au labo à Washington quand l'ordinateur a sorti les premiers chiffres. Au début, on n'y a pas cru. On a donc procédé à une deuxième analyse qui a donné les mêmes résultats, puis une troisième et une quatrième. Ensuite, on a fait de même avec d'autres pierres parce qu'on n'y croyait toujours pas. Mais cette très ancienne signature revenait à chaque fois. À la fin, on a été obligé de conclure que ces roches s'étaient formées il y a près de 4,3 milliards d'années. Les résultats sont incontestables. Les amphibolites sont âgés de 4,280 milliards d'années. 200 millions d'années plus vieilles que toutes les autres roches découvertes jusque-là. Elles sont ce qui se rapproche le plus de la croûte terrestre originelle. Ce sont les plus anciennes du monde. Ici, c'est extraordinaire. On peut s'imaginer près de 4,3 milliards d'années en arrière, quand la Terre était toute jeune, qu'elle commençait à peine à se former. Marcher dans ce paysage, c'est tout simplement époustouflant. Ces roches apportent des indices sur l'épaisseur de la croûte primitive. Les minéraux inhabituels découverts par O'Neill ne peuvent se former que dans des conditions de chaleur et de pression intenses. Ils prouvent que les amphibolites se sont créés à au moins 20 km à l'intérieur de la croûte terrestre. Cela signifie qu'il y a plus de 4 milliards d'années, la Terre possédait une écorce de 20 000 mètres d'épaisseur au minimum. Or, une telle épaisseur implique l'existence de continents. Et ce n'est pas tout. L'intérieur des amphibolites
révèlent qu'elles sont nées en eau profonde. Les roches en formation portent un code chimique. Notre travail consiste à le décrypter. Selon l'endroit où les minéraux se sont formés et le contexte géologique, ce code diffère. La signature chimique des amphibolites est unique. Elle prouve que lors de leur formation, la Terre avait non seulement une croûte solide, mais des océans. Ce code ressemble beaucoup à celui des fonds océaniques. Cela veut dire qu'il y a 4,280 milliards d'années, il y avait déjà un océan et de l'eau en quantité. Ça change totalement notre vision du monde primordial. Cette idée fait l'effet d'une bombe dans le monde scientifique. Mais O'Neill dispose de preuves pour soutenir ces affirmations. Car dans la même séquence de roches anciennes, les géologues ont découvert un autre minéral inattendu, des formations de fer rubané. Ces dernières sont constituées de couches alternées de silice clair et de magnétite foncé, qui, comme son nom l'indique, est riche en fer. Normalement, on utilise un aimant pour trouver ces minéraux. C'est un moyen efficace et rapide d'identifier une formation de fer rubané. La magnétite du fer rubané ne se formant que sous l'eau, ces roches prouvent sans conteste l'existence d'océans sur Terre il y a plus de 4 milliards d'années. Ce que les scientifiques ignorent, c'est l'étendue qu'ils recouvraient. La magnétite ne peut se former ailleurs que dans un océan. Nous ne savons pas exactement comment étaient ceux de l'époque, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut de l'eau pour créer ces roches. Ces découvertes obligent les géologues à revoir leur certitude sur les conditions régnant sur Terre moins de 300 millions d'années après sa naissance. On imagine souvent cette Terre primitive comme une boule de feu et de roches en fusion. Mais ce n'est pas l'image que nous renvoie ce site. On constate qu'il y a 4,280 milliards d'années, il y avait certainement un océan et des continents ressemblant beaucoup à ceux d'aujourd'hui. Cela bouleverse totalement notre vision de la formation de la Terre. À ce stade de l'enquête, nous savons à quelle époque les continents et les océans sont apparus. Le témoignage des amphibolites de Porpoise Cove confirme que la Terre possédait une croûte solide il y a 4,280 millions d'années. Les formations de fer rubané de ces mêmes roches confirment la présence d'océans à la même période. Tous ces éléments soulèvent une nouvelle interrogation. Puisque les océans existaient il y a plus de 4 milliards d'années, nos investigateurs doivent déterminer d'où venait l'eau. Juste après s'être formée à partir de la nébuleuse solaire, la Terre est une boule flamboyante de roches en fusion. Les premiers océans apparaissent à peine 200 millions d'années plus tard et aujourd'hui 70% de la planète bleue sont recouverts d'eau. Reste à éclaircir le mystère de la provenance de cette eau. Je me suis toujours demandé d'où venait cette eau, celle des océans, de l'atmosphère, de notre corps, de la Terre. Quand on observe la Terre depuis l'espace, ce qui frappe le plus, c'est l'eau et la beauté de la planète. Pourquoi y a-t-il autant d'eau sur Terre? Comment y est-elle arrivée? Cette question a dérouté les géologues durant des années. Aujourd'hui, ils pensent que la réponse vient du ciel. Le secret de l'arrivée de l'eau sur Terre est enfermé dans une météorite tombée en 1998, mais qui n'a été analysée que récemment. Nous avons fait une découverte extraordinaire. Cette météorite contient des grains de sel de table, de celui qu'on met sur ses frites. L'examen microscopique des cristaux de sel révèle de minuscules gouttes d'eau sous forme liquide.
On voit une petite inclusion fluide sur l'écran, une petite goutte d'eau. On sait que c'est de l'eau et qu'elle est liquide à cause de la petite bulle qui se déplace dans la gouttelette. Le plus étonnant, c'est l'âge de cette eau. Il existe plusieurs techniques de datation. Si le sel a 4,5 milliards d'années, l'eau qu'il contient doit avoir au moins le même âge, si ce n'est plus. Ça ne fait aucun doute. Au minimum, cette eau est aussi ancienne que le système solaire. C'est la preuve tangible que l'eau existait dans l'espace au moment de la formation de la Terre. Et pour Mike Zolensky, il est évident que ce sont les météorites qui l'ont apporté sur Terre. Il paraît de plus en plus probable que l'eau est arrivée goutte à goutte dans des pierres comme cette météorite au cours de milliards d'années. Une pluie quotidienne de corps célestes dont chacun a déposé quelques gouttes d'eau à la fois. L'ampleur du bombardement nécessaire pour remplir les océans dépasse l'entendement. Mais en plusieurs milliards d'années, disent les scientifiques, il y en a eu largement assez pour fournir toute son eau à la planète Terre. Peu à peu, ces roches exsudent de l'eau et des mers peu profondes apparaissent et grandissent jusqu'à devenir d'immenses océans. On part de ça pour arriver à ça. Avec des mers et des terres, le décor est planté pour le développement de la vie. La Terre entre dans la phase suivante de son évolution. La vie est un élément essentiel de la géologie de la planète. Sans elle, les roches sédimentaires comme la craie et le calcaire n'existeraient pas. Sans elle, il n'y aurait ni charbon, ni pétrole, ni gaz. La vie a modelé la Terre en profondeur. Mais découvrir son origine a longtemps été un casse-tête insoluble. Il existe désormais une explication dont la preuve se trouve à Allende, dans le paysage désertique du nord du Mexique. Vers 1 heure du matin, le 8 février 1969, la nuit cède brusquement la place au jour. Une grosse boule de feu a traversé le ciel du sud au nord, au-dessus du nord du Mexique, accompagnée d'une lumière aveuglante. C'était une très grosse météorite, probablement de la taille d'une voiture. Elle a pénétré dans la couche supérieure de l'atmosphère à environ 58 000 km/h. En plongeant vers la Terre, la météorite se brise en milliers de fragments. La météorite d'Allende n'a pas creusé de cratère. Elle a fait pleuvoir une averse de pierres, dont la plus grosse avait la taille d'un ballon de plage. Elles se sont éparpillées dans ce que nous appelons un champ de météorites, une zone de 50 km de long sur 8 de large, où nous nous trouvons en ce moment. Les innombrables morceaux de la météorite sont disséminés sur une vaste zone de recherche. Voici l'une des plus petites pierres, à peu près de la taille d'une prune. C'est une météorite primitive. Cela signifie qu'elle a peu changé depuis sa formation au tout début de la genèse du système solaire. En analysant les spécimens d'Allende, les géologues font une découverte fracassante. La météorite contient des quantités minimes d'acides aminés. Les acides aminés sont un des composants essentiels de substances, comme les protéines. Ils sont un peu le matériau de construction chimique de la vie. Alors trouver ces molécules dans la météorite, c'est vraiment passionnant. Chaque être vivant sur Terre, animal ou végétal, contient des acides aminés. La vie ne pourrait exister sans eux.
Avant la météorite d'Allende, les scientifiques pensaient qu'ils étaient produits par des réactions chimiques à la surface du globe. On croyait que la vie avait débuté dans des flaques d'eau stagnantes, quelques centaines de millions d'années après la formation de la Terre. Ou peut-être que la foudre avait causé des réactions chimiques dans l'atmosphère primitive. Il y avait plusieurs théories sur la naissance de la vie sur Terre avant la découverte des acides aminés dans les météorites. Depuis Allende, on a trouvé des acides aminés dans des centaines de météorites. Une révolution qui a balayé toutes les hypothèses sur l'apparition de la vie. Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire que les éléments constitutifs de la vie sont venus de l'espace. Les météorites qui s'abattaient sur la Terre depuis sa formation portaient en eux les acides aminés qui donnent naissance à toute vie. Nos interrogations sur l'origine de la Terre et de la vie sur Terre ont trouvé des réponses. L'eau est arrivée à l'intérieur des météorites qui ont également transporté les acides aminés, le matériau de construction de la vie. Il ne manque plus qu'une pièce du puzzle pour expliquer la dernière étape de l'Odyssée de la Terre. Cette planète semblable à nulle autre, née de particules de la nébuleuse solaire, et dont les caractéristiques géologiques sont façonnées par la vie elle-même. Il y a 4,5 milliards d'années, la nébuleuse solaire donne naissance à la Terre. 200 millions d'années plus tard, les protocontinents et proto-océans apparaissent. Les météorites déposent à la surface de la planète l'eau et les acides aminés nécessaires à la vie. L'enquête reprend il y a 3,5 milliards d'années. De nouvelles formes de vie vont bientôt naître et du fait de leur existence, de nouvelles roches vont voir le jour. Mais la vie, telle que nous la connaissons, requiert de l'oxygène. Et à l'époque, la Terre en est dépourvue. L'atmosphère est un poison mortel. Les éruptions volcaniques saturent l'air d'un mélange asphyxiant de soufre, de méthane, de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique. Il existe pourtant des formes de vie primitives. De nombreuses régions du globe recèlent les restes fossilisés d'étranges structures semblables au corail. Ces roches ont plus de 3 milliards d'années. On les appelle des stromatolites. Et elles nous apprennent comment l'atmosphère s'est gorgée d'oxygène. Les stromatolites vivants sont extrêmement rares. On n'en trouve que dans quelques régions, dont une autre partie du nord du désert mexicain. Nous sommes dans la haute vallée de Cuatro Ciénagas. Vous croyez peut-être que c'est un désert comme tous les autres, mais c'est faux. Cet endroit est très particulier à cause de sa chimie, qui ne ressemble à aucune autre sur la planète. Ce bassin est un véritable laboratoire temporel. En examinant les stromatolites actuels, les scientifiques peuvent comprendre comment ils se sont formés il y a plus de 3 milliards d'années. L'intérêt de Cuatro Ciénagas, c'est que c'est une représentation presque parfaite du monde juste avant l'apparition de l'oxygène. À l'époque, la vie microbienne régnait en maître. Le professeur Siffert a découvert que les stromatolites sont constitués de milliards de microbes, les cyanobactéries. Voici un bloc de stromatolites. Vous voyez la bordure bleu-vert sur ce morceau? Ce sont des millions de cyanobactéries. Ces bactéries vont faire basculer l'histoire de la Terre, car elles possèdent une faculté unique. Elles produisent de l'oxygène. Dans ce bassin, on les voit à l'œuvre en train de fabriquer de l'oxygène.
Quand je m'approche à la nage de l'un de ces tapis de cyanobactéries, si je regarde de très près, je vois toute la colonie en train d'en produire. En s'accumulant dans le tapis, celle-ci fait des petites bulles d'air qui remontent à la surface. Et c'est à ce moment-là que l'oxygène est libéré dans l'atmosphère. L'oxygène d'il y a 3,5 milliards d'années est un poison mortel pour les premières formes de vie dont l'énergie est alimentée par le soufre. Les cyanobactéries ont développé une petite machine moléculaire qui transforme la lumière et l'eau en un produit dérivé, l'oxygène. À l'époque, aucune forme de vie n'y était habituée, mais à ce stade de l'histoire de la planète, l'excédent d'oxygène a été libéré dans l'atmosphère et le mode de fonctionnement du monde a changé. Le temps géologique est long. Suffisamment de cyanobactéries se développent pour produire des trillions de tonnes d'oxygène et créer l'atmosphère que nous respirons. Elles sont également responsables d'un virage dans l'évolution de la vie. D'un point de vue évolutionnaire, nous sommes ce que nous sommes à cause des cyanobactéries et de leur production d'oxygène. Sans ce gaz empoisonné, les organismes complexes vivant sur cette planète n'existeraient pas. Vous et moi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Dans une atmosphère chargée d'oxygène, les végétaux et les animaux peuvent se développer. La géologie de la Terre en est profondément affectée. Au cours de centaines de millions d'années, les matières en décomposition des forêts tropicales s'accumulent en strates comprimées et finissent par créer tous les gisements de charbon, de pétrole et de gaz de la planète. Les roches sédimentaires comme la craie et le calcaire proviennent pour la plupart de squelettes d'animaux marins, amoncelés au fond de mer peu profondes. Sans la vie, la géologie de la Terre serait bien différente. Au fil de notre enquête sur la naissance de la Terre, nous avons dévoilé les secrets de son développement. Les expériences sur les cristaux de sel de l'espace confirment que la planète est née de l'agglomération des grains de minéraux de la nébuleuse solaire. Les météorites apportent la preuve que la Terre s'est formée il y a 4,567 milliards d'années. Les plus anciennes roches du monde témoignent de l'apparition des continents et des océans il y a 4,280 milliards d'années, bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Durant des milliards d'années, les bombardements de météorites contenant de l'eau ont transporté l'élément liquide sur Terre. Il y a 3,5 milliards d'années, 1 milliard d'années après sa formation à partir de la nébuleuse solaire, la Terre possédait des continents, des océans, des formes de vie primitives et de l'oxygène. Notre monde était achevé, toile vierge sur laquelle des milliards d'années d'évolution géologique allaient peindre les paysages que nous connaissons aujourd'hui.